C'est trop beau. Youhou. Hop là, j'ai failli tomber. Buenos días. Salut à tous les amis. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce décor complètement dingue. Je suis en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Et ça faisait des années que je rêvais de venir courir sur ces falaises. Ce lieu s'appelle Serra de Capelada. Je voulais absolument le partager avec vous parce que ces falaises sont parmi les plus hautes d'Europe. Elles culminent à plus de 600 mètres au-dessus de la mer. C'est beau, c'est grandiose. Et je crois que ça mérite vraiment d'être vu une fois dans sa vie. C'est complètement dingue. Il faut savoir que la Galice, on surnomme cette région le Finistère espagnol. Et puis je pense que vous comprendrez d'ailleurs aisément pourquoi, vu ces falaises qui rappellent quand même furieusement la Bretagne. Et c'est vrai que Finistère, ça veut dire fin de la terre. Et ici, il y a une sensation hallucinante de bout du monde. Ma première émotion quand je suis arrivé ici, vraiment, j'ai été saisi par le côté abrupt des éléments. La roche, le vent qui n'arrête pas de souffler, la houle, le bruit des vagues qui frappent contre les falaises. C'est vraiment très impressionnant et même si je suis tout près de la France finalement, eh bien, j'ai la sensation d'être très très loin quoi. Salut. T'es bien là, il y a de l'espace pour toi. Parlez français? Oui. Ah, j'ai un peu. D'accord. Il est bien là votre chien, là, le border collie, il a de l'espace ici, hein, il peut courir, c'est bien. Beaucoup, c'est génial. Il est super content d'avoir cette liberté. La mer, il aime aller dans l'eau, se baigner. C'est la première fois que je viens ici et vraiment je ressens un sentiment profond de liberté, de grandeur. C'est très touchant hein, comme endroit. Je vis ici en Galice, mais j'aime voyager en Galice. Je pourrais voyager plus loin, j'aime voyager ailleurs. Mais si je peux voyager en Galice, ce sera ma priorité. Ça change tout le temps. Vous avez de la verdure, des montagnes, vous avez la mer, les rivières, les villages, la culture celte. Ah, il est là! Très bien! Bon bah les amis, je crois que ça va être un voyage généreux, pétillant et haut en couleur. Alors parez pour l'aventure, vamos! Viva Galicia! Viva! Au nord-ouest de l'Espagne, tourné vers l'océan, Que dire de plus? Pour moi, cet endroit est spectaculaire et je ne l'échangerai pour rien au monde. se trouve une terre battue par les vents. La Galice. Cette terre du bout du monde, c'est vraiment inspirant pour les voyageurs comme nous. Ici, la nature impose son rythme. Et regarde, tout d'un coup... Waouh, c'est fantastique Miguel! Ismaël part à la découverte de ces paysages puissants où l'homme apprend à composer avec les éléments. Je connais l'Espagne, je connais la France et la Galice, c'est vraiment un endroit particulier. Mais la Galice, ce n'est pas seulement une terre sauvage. Souffle très fort. On dirait un petit veau qui vient de naître. C'est aussi une terre de tradition. Les jeunes et les plus âgés laissent une partie de leur héritage à la nouvelle génération. Où l'on perpétue des gestes anciens, Tu es déjà un peu galicien. où l'on défend un mode de vie. Ça maintient nos traditions, notre culture. C'est super que ça ne se perde pas. Ismaël rencontre celles et ceux qui font vivre cet héritage au quotidien. Ah merci, c'est gentil Carmen. Par contre, je vois rien. C'est super lourd! Et quand le travail s'arrête, la musique s'élève. On se retrouve, on partage, on célèbre. À table. Ici, la fête est un langage. Je sais plus où donner de la tête, il y en a pour tous les sens. Entre nature indomptée, tradition vivante et convivialité, Ismaël part à la découverte d'un territoire fièrement authentique.
J'ai l'impression vraiment de plonger dans un autre monde, quoi. D'être très 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 loin de chez moi. Carmen, c'est pas le même bateau que quand tu pars sur tes élevages de moules, hein. C'est très agréable. Le matin, on travaille et l'après-midi, on est en balade. Voilà. J'ai vu que cette partie de la Galice, c'était un des endroits les plus spectaculaires pour aller naviguer, faire de la voile. Nous sommes au centre de la Ria de Arousa. C'est un estuaire très fermé. Il n'y a presque pas de courant. C'est donc un endroit idéal pour la voile. Et quand tu travailles pas sur ta plateforme, alors, Carmen, tu pars en mer comme ça. Tu as toujours besoin d'être sur la mer, toi, finalement. Oui. Je ne pourrais pas vivre sans la mer. Nous avons toujours besoin de la mer. Même quand on part quelques jours en vacances, elle nous manque. Bah, je te comprends, parce que c'est vrai que c'est absolument fantastique aussi comme décor, là. Vous êtes bien, hein. Ça rappelle vraiment un endroit en France qui s'appelle la Côte de Granit Rose. C'est au nord de la Bretagne, et là, j'ai vraiment l'impression d'y être. Nous avons voyagé en Bretagne, à Douarnenez et à Brest. Et quand on est arrivé, on a regardé la roche et on s'est dit, c'est une extension de la Galice. C'est pareil, on est chez nous. La côte ressemble vraiment beaucoup à la Galice. Tu pourrais essayer de tenir la barre ? Allez. Alors, ça va ? Rassuré, Carmen ? Je ne sais pas trop si je peux te faire confiance ou si je te demande d'arrêter. Merci, Carmen, de tes encouragements. On va quand même sortir les gilets de sauvetage. Alors, on va où, là ? On suit quel cap ? Prenons le cap de cet îlot, juste devant nous. Ah, j'adore. Oh, c'est des super sensations, merci à vous. Hein. C'est génial. Et ça va, là, c'est pas mal ce que je fais ? C'est bon ? Oui, mais sois attentif. On va virer de bord maintenant. Là-bas, là-bas. Encore, encore. Oui, trop cool. Bon, si vous avez besoin d'un mousse, hein, vous me dites, hein, moi je suis dispo. Embauché. Merci, merci beaucoup. Carmen, elle a beaucoup ri, hein. Je crois qu'elle s'est dit, mais il est ridicule. Non, t'es engagé, mais seulement si c'est gratuit. Pour l'argent, on verra plus tard. Tu viens souvent alors à Pontevedra ? Oui, même si nous vivons sur la côte, j'aime toujours venir à Pontevedra. Pour nous, c'est notre capitale. Mais c'est beau, hein, j'aime bien le toit végétalisé, entre guillemets. Il y a de nombreuses arcades à Pontevedra. Il y a beaucoup de maisons comme celle-ci avec une arche. Et c'est une chose très typique ici. Eh bien, puisque nous traversons la vieille ville, j'aimerais aller au marché municipal pour acheter quelques moules. Nous pourrons les faire cuisiner à l'étage, pour ensuite les manger. Ah, ça c'est cool. Ça me plaît. Mercado municipal. Ah oui, c'est le vrai marché aux poissons là. Hein. Viens voir tous les poissons. Ah, regarde, je connais ça. Oui, ce que nous devons vérifier sur les moules, c'est ça. Il faut lire moule de Galice. Nous allons voir là-bas sur nos labels comment c'est indiqué. Waouh, regarde-moi ça comme c'est beau. J'adore. Ce que je trouve impressionnant là, c'est qu'on prend conscience quand on est dans ce marché à quel point c'est une région qui est très liée à la mer et à l'activité de la pêche, quoi. Tout ce que tu vois ici vient de la zone où j'ai mon élevage de moules. Tout. Les poissons, les moules, les palourdes. Regarde.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Moule de Galice. Ça va, t'es rassuré? Bon, les moules, elles viennent bien de Galice, hein? Elles viennent pas d'ailleurs. Non, elles sont de chez nous. Nous avons beaucoup de plateformes de production dans l'estuaire, qui sont remplies de moules et d'huîtres. Tu sais, je suis productrice de moules. Tu ne vas pas me vendre une moule qui ne viendrait pas de l'estuaire. Il y a quand même une question que je me pose. Est-ce qu'en Galice, comme dans de nombreuses régions d'Europe, le secteur de la pêche est aussi en crise? Nous avons tous les mêmes difficultés, car il y a de moins en moins de poissons. Et puis aussi, les jeunes ne mangent plus autant de poissons que nos parents. Et c'est ça que je trouve beau avec ces métiers. Tous les pêcheurs que je rencontre dans le monde entier disent la même chose. C'est un métier très difficile, mais on est fiers de ce qu'on fait quand on se lève le matin, quoi. C'est vrai, c'est un travail gratifiant. Ça, c'est pas le même bateau que Santiago et Monica? Oui, c'est le même que celui sur lequel on a navigué, mais en plus petit. T'as vu, j'ai l'œil, hein? Très vivant ce marché, hein. Il y a du monde, c'est cool. Angel, t'as commencé à manger? Ah. Angel, voici Ismaël. Salut Angel. Ismaël, enchanté. Angel. C'est ton mari? Mon mari. Ah voilà, l'amoureux. Ah d'accord, Carmen, Angel. Et c'est quoi alors le signe là? C'est l'infini. Ah oui, c'est l'amour éternel, carrément. Ouais, l'amour. Bon, vous êtes trop mignons tous les deux là. Bon, on s'assoit? Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait des moules alors? On les donne ici pour qu'ils les préparent. Très bien. Et on les mange à table. Génial. Et voilà, gracias. Bon appétit. Merci mon ami. Elles sont encore un peu petites, mais bon. Et Angel, vous travaillez ensemble tous les deux sur la plateforme? Oui, j'alterne entre la pêche au coquillage et la plateforme. D'accord. C'est bon, hein? Bon, vous pensez qu'on va réussir à finir le plat, là? Parce qu'il y en a beaucoup, quand même, hein? Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. C'est bon, hein, mais quand même. Allez, à la vôtre. Salut. Pour les voyageurs du monde entier, se rendre en Galice, c'est aller à la rencontre d'une Espagne différente, sauvage et océanique. Bien souvent, leur chemin passe par la route des phares, qui jalonnent les 1200 km de côte de la région. À l'extrémité ouest de la Galice, le phare de Finistère possède une âme à part, que seul l'ancien gardien des lieux peut décrire aux visiteurs de passage. Bonjour, je m'appelle Agapito Mendoza. J'ai été gardien de ce phare pendant 25 ans et maintenant je suis à la retraite. D'où venez-vous? Angleterre. Et vous? Ah, d'Allemagne, très bien. Allons-y. Regardez cette vue panoramique. Ici, j'ai vécu une vie extraordinaire. Tout le monde devrait pouvoir vivre un petit peu dans un phare. Allez, allons là-haut. Attention à la tête. Comme vous le voyez, il y a une lampe et grâce à cette lampe, la lumière est projetée au loin à plus de 20 km. Le phare du Finistère envoie 4 flashs, toutes les 15 secondes de rotation. Tous les bateaux ont un livre de navigation sur lequel il y a des caractéristiques de chaque phare. Quand ils ne connaissent pas la zone où ils naviguent, ils peuvent voir à quel phare appartient les flashs qu'ils voient. En Galice, on a beaucoup de kilomètres de côte et beaucoup d'îles. Et donc les phares sont considérés comme un patrimoine. Je trouve que c'est un lieu très spirituel, qui dégage une grande énergie. Cette terre du bout du monde, c'est vraiment inspirant pour les voyageurs comme nous. La Galice séduit aussi les Espagnols. Un tourisme plus local, de connaisseurs, en quête de ces coins secrets loin des foules.
On se dirige vers l'île de Ons, que l'on commence à voir à bâbord. L'île de Ons fait partie du parc national maritime des îles Atlantiques de Galice. Les gens qui se rendent sur cette île cherchent une déconnexion, de la tranquillité et surtout déguster la spécialité de l'île, le poulpe. Au bout de 30 minutes de traversée, les voyageurs posent le pied sur une île préservée. Ici, au printemps, les maisons se réveillent doucement après l'hiver. Pouvoir se loger, même quelques jours, sur cette île où ne vivent que 5 habitants à l'année, est un privilège rare. Ici, c'est la maison familiale. Mes grands-parents avaient des vaches ici, jusque dans les années 90 à peu près. Nous, on vient de temps en temps. C'est le paradis pour nous. Pour ceux qui ne restent qu'à la journée, l'escapade passe forcément par les petits sentiers de randonnée, les plages aux eaux turquoises, sans oublier la fameuse pulperia de Madame Rosa, qui a reçu la médaille du meilleur poulpe de Galice. J'adore ça. Venir ici sans manger de poulpe, quel intérêt? Parfait, excellent. La gastronomie est aussi un véritable attrait touristique de la Galice. À Pontevedra, Mercedes et Sylvia vivent au quotidien cet art de vivre. Ce sont de belles feuilles de navet. Elles viennent de Saint-Jacques. Bonne journée. Bon, maintenant, direction l'atelier. On va cuisiner. Depuis 5 ans, la mère et la fille animent des ateliers de cuisine où elles adorent surprendre leurs convives. La feuille de navet a un goût assez étrange pour les gens qui ne sont pas habitués. Elle a une pointe d'amertume, d'acidité, c'est très caractéristique d'ici. Bienvenue. On va cuisiner ensemble l'empanada typique de Galice. Aujourd'hui, les participants, tous étrangers, n'ont qu'une hâte, enfiler leur tablier et mettre la main à la pâte. La cuisine galicienne, c'est quelque chose de nouveau que je découvre cette année. La qualité des aliments au marché est super bonne. La seule chose qui me manque des États-Unis, ma sauce épicée préférée. Mais tout dedans, tout dedans. C'est ça le secret. Partager nos recettes familiales, c'est un immense plaisir. On partage tous ensemble et j'adore ça. Très bien, appuie. Parfait. J'ai essayé de faire des empanadas avant chez moi, mais je n'avais pas la technique secrète. Maintenant, je vais le refaire chez moi, c'est sûr. Une belle empanada au navet. À table. C'est super bon, c'est beau et c'est tellement rapide à faire. C'est une empanada 100% galicienne. Entre terre et océan, tradition et rencontre, la Galice est une région sincère où l'on vient autant pour les paysages que pour ceux qui les font vivre. Si on regarde bien, on peut voir des dauphins dans cette zone. Ils s'amusent souvent à suivre le bateau. Je suis certaine qu'il y en a par là. Regarde, il y a une baleine là-bas. Non. Ça n'a pas marché. Mais j'ai vu des orques l'année dernière. Donc ne fais pas trop le malin. Ok, très bien, on va ouvrir l'œil alors. Là, regarde. Ah, j'adore, c'est trop beau. Et tu vois, moi, ce qui me fascine ici, là, c'est qu'il y a quand même des centaines et des centaines de barges. Ici, il y a environ 3200 plateformes de production de moules, tout autour de l'île d'Arousa. 90% de la population de l'île vit de ces plateformes, directement ou indirectement.
Quand on arrivera à la plateforme, tu lanceras la corde pour amarrer le bateau. Ok, chef. Ça marche. Prends la corde comme ça. Voilà. Tu fais une boucle. T'as confiance, hein, Carmen, hein? J'ai confiance en toi, mais fais attention. Ne te jette pas à l'eau. Waouh. C'est bon? Viens. Ok. Monte. Ok. Ah ouais, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Tu amarres ici. Amarrer ça? Comment? Ok. Comment tu fais? Si je te dis à la proue. Ok. Donc je repasse là-bas. Saute. Hop là. Ça va? Nickel. Ça fait longtemps que tu as cette plateforme? Je travaille sur des plateformes depuis très longtemps. Mais celle-ci, on l'a depuis quelques années. Mais bon, ça dure depuis toute une vie. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et c'est ton fils, le jeune homme là? Oui, c'est mon fils. Ah, très bien. C'est une histoire de famille. Ah ouais, je vois ça. Hein. Maintenant, on lève le panier et toute la corde à moule. Il y a combien de tonnes de moules sur un cordage comme celui-ci? Chacune de ces cordes mesure 12 mètres de long. Et sur une corde, il y a 150 kilos environ. Ah oui, d'accord. Mais bon, ils peuvent peser jusqu'à 300 kilos. Il pleut des moules là. Attention. Voilà. Oui, regarde, ça tombe. Ah bah regarde. Mets ça. Ah merci, c'est gentil Carmen. Par contre, je vois rien. T'es où? Ah oui, t'es là. Et voici les fameuses moules galiciennes. Elles sont grosses quand même, ces moules, non? Enfin, en France, moi j'ai plutôt l'habitude de manger des moules plus petites. Eh bien, c'est grâce au fond plat de la mer que nous avons ici. Il y a beaucoup de nutriments pour nos moules. Et encore, celles-ci sont petites. Elles vont partir pour la France ou l'Italie. Mais nous, en Espagne, on les préfère plus grosses. Très bien. Et une plateforme comme la tienne ici, elle produit quelle quantité de moules chaque année? Chaque plateforme peut avoir 500 cordes de moules, ce qui fait environ 150 tonnes, avec une récolte par an. La Galice est l'un des rares endroits en Espagne où il y a des moules. Ce n'est pas directement la mer, c'est un estuaire. Donc il n'y a pas de tempête forte, il n'y a pas de houles qui font tomber les moules. Et en plus, il y a beaucoup de nourriture ici. C'est l'un des plus grands sites de production de moules au monde. Tu vois, j'aime bien ce genre de moment quand je voyage où je suis à l'endroit où ça se passe, quoi. Ça pourrait pas se passer ailleurs, à 200, 300 km, c'est vraiment ici, c'est ton terroir. On fait ça. Et on supprime ça. On jette. Maintenant, prends un sac. Et il faut le mettre là. Tu l'as? Tu le poses là. C'est super lourd. J'arrive, Carmen. Avec plaisir. Faut y aller. Eh bien, voilà ce qu'apporte une corde de moule. Et là, on vient de faire 13 sacs. Ce soir, on en aura fait entre 500 et 1000. Waouh! Ah ouais, ok. Là, je mesure à quel point c'est un travail difficile, parce que physiquement, quand même, faut être très présent, même si tout ça, c'est mécanisé. Ouais, hein, je vois ça. Chapeau. Ici, on est super fort. Je te remercie de partager ça avec moi, parce que quand je suis arrivé ici, en Galice, j'ai tout de suite senti que le paysage était très abrupt, qu'il fallait vraiment être fort pour vivre ici. Et j'ai l'impression que les gens comme toi, vous incarnez bien ça, quoi. Vous êtes parfaitement adapté à votre environnement, il y a du caractère, il y a de la force. La Galice est un endroit qui mériterait d'être plus connu. Et le peuple galicien aussi. Les gens d'ici sont très ouverts, très aimables. Et est-ce que tu as déjà plongé sous ta plateforme? Parfois, on tombe dans l'eau. C'est-à-dire que nous ne plongeons pas, mais on peut se retrouver à l'eau très facilement. Je l'ai fait juste avant de te rejoindre ici. Et regarde ce qu'on a filmé. Regarde comme c'est beau. C'est très joli. Ouais, mais c'est magnifique. J'avais l'impression d'être, tu sais, dans les pattes d'un monstre marin. C'est vraiment très beau.
Il y a déjà 2 pêcheurs qui sont arrivés. Je vais par là-bas. Ce matin, sur la côte de la Mort, les percéberos, les pêcheurs de pousse-pied, jouent contre la montre. Ils doivent profiter d'une fenêtre rare entre 2 marées. Un moment qui ne se présente que 2 ou 3 fois par mois. Il nous reste 1 heure avant que la marée soit haute. On va voir ce qu'on peut ramasser. Roberto a appris ce métier de son père. Ici, le savoir se transmet de génération en génération avec des gestes précis et des réflexes indispensables pour pratiquer cette pêche dangereuse au pied des falaises battues par l'océan. La technique consiste à mettre le grattoir entre le pousse-pied et la pierre, en essayant surtout de ne pas l'abîmer, parce que si tu le coupes, après il perd toute sa valeur. C'est un crustacé assez petit et large, de couleur rouge, avec beaucoup de chair. Notre village, Corme, a la réputation d'avoir les meilleurs pousse-pieds du monde. Les meilleurs, on les trouve dans les zones battues par la mer, là où il y a beaucoup d'écume et d'oxygène. Roberto a repéré un rocher isolé où il espère qu'aucun autre pêcheur n'est venu aujourd'hui. C'est un rocher sur lequel il faut aller à la nage. C'est pas simple parce que la mer arrive des 2 côtés et ça amène beaucoup de courant. Dans cette course contre la marée qui monte, Roberto et Kevin, son équipier, ne quittent jamais les vagues des yeux. Les accidents sont rares, mais ici, la moindre erreur peut être fatale. C'est un travail que j'aime parce qu'il y a une part de risque. Je ne le prends pas comme un travail, mais plutôt comme un sport. Là, j'ai ce qu'il faut, à peu près 5 kilos. Il y a une dizaine d'années, on était 60, 80. Maintenant, on n'est plus qu'une vingtaine, ou 25. On est pratiquement la dernière génération. Moi, ce métier me plaît, même quand la mer est démontée. Être ici, libre, aller sur les rochers, ne penser à rien. Tout me plaît. Dans toute l'Espagne, le courage des percéberos force le respect. Ici, en Galice, ils sont de véritables héros. Leur récolte arrachée à l'océan se négocie à prix d'or. Après la pêche, elle est vendue aux enchères, à la voie, dans une criée où la tension est palpable. 141, 140. À cette période de l'année, les enchères commencent à 140, 150 euros. Mais à d'autres moments, comme à Noël, ça peut monter jusqu'à 550 euros. C'est sûr que j'aurais préféré que ça soit un peu moins cher, mais au final, c'est pas mal. Les pousse-pieds ne sont pas les seuls trésors des falaises galiciennes. Ce paysage abrupt abrite d'autres espèces rares et fragiles. Très surveillé par les scientifiques, le cormoran huppé est ce que l'on appelle une espèce indicatrice. Son alimentation et sa bonne santé reflètent directement celle de son environnement. Voici des boulettes de régurgitation de cormorans huppés. Je vois des mâchoires, quelques arêtes. Ce sont des poissons de roche majoritairement. Étudier le régime alimentaire des cormorans nous permet de mettre en place une coexistence pacifique entre les cormorans, qui se nourrissent en mer, et les pêcheurs qui pratiquent une activité ancestrale pour subvenir aux besoins de leur famille, et qui font aussi partie de l'écosystème marin. Je vais noter l'état de chaque nid, en particulier noter si les œufs sont en incubation ou non.
On a ici environ 120-130 couples reproducteurs qui permettent à une espèce menacée d'avoir environ 200 poussins par an. Tu les vois? Ah oui, Il y en a d'autres un peu plus haut. je vois. Mes grands-parents savaient quel temps il allait faire en regardant les oiseaux. Il y a un dicton qui dit « oiseau à terre, marin en enfer ». Du coup, quand on les voyait à terre, on s'inquiétait. Les cormorans sont très maladroits et se déplacent mal à terre. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours à nicher dans des zones inaccessibles, comme ces falaises, là où aucun prédateur ne peut atteindre leur nid. Moi j'habite ici et je viens ici depuis que je suis tout petit. Ça a toujours été mon terrain de jeu. Ces falaises sont importantes pour moi et ma famille qui a survécu ici grâce à la pêche, grâce aux pousse-pieds. Que dire de plus? Pour moi cet endroit est spectaculaire et je ne l'échangerai pour rien au monde. Sur les falaises galiciennes, la vie s'accroche partout où elle peut. Un monde vertical, rude et spectaculaire, où chacun trouve sa place au prix d'un équilibre fragile. Hola Miguel. Bienvenue. Ça va? Très bien. Prends place. Attends, je te fais un petit hug. Ça va mon gars? Bienvenue dans la Ribera Sacra. Merci, tu m'as même commandé un petit café, t'es adorable. Prenons des forces, nous avons une belle journée devant nous. Ah, génial. Bon, le décor est magnifique, hein. Il y a beaucoup de monastères comme ça en Galice où tu peux aussi dormir parce que j'ai vu que ça faisait hôtel. C'est l'un des plus beaux qui existent. Cette région est réputée pour être l'une des zones comptant le plus de monastères. Ouais. Les paradores sont des bâtiments avec une certaine histoire, comme celui-ci, qui ont été rachetés avec des fonds publics pour les restaurer et transformer en hôtels luxueux. Donc ça permet aussi de préserver ces endroits, quoi. Voilà. Eh bien, pour prendre des forces avant le kayak, préparons des toasts typiques de Galice. Un peu de pain. D'accord. Et le plus important, l'huile d'olive. Eh ben allez, allons-y alors. Voilà. Et maintenant, un peu de tomate. Ah, génial. Ah ouais, c'est bon. Elle est très onctueuse, la tomate. Hein. C'est très... c'est presque comme une confiture. C'est léger, c'est aérien, c'est très très bon ça. Et toi, Miguel, tu vis en Galice depuis longtemps? T'es né ici ou pas? Non, je viens d'une petite ville près de Valence, Alicante. Ah d'accord. Mais je travaille ici depuis plusieurs années, surtout en été. Nous proposons une alternative à Compostelle en kayak. Et pour cela, nous empruntons la Ribera Sacra. Bon bah top. Bah allez, on finit le petit-déj et on y va? Allons-y. Cette ambiance quand même. C'est hallucinant comme le temps change vite ici, Miguel. Oui, ça c'est la Galice. Et ça alors, c'est ton quotidien à toi, de promener en Galice avec des kayaks, des gens, de les emmener découvrir tout ça? Oui, c'est ma routine, une bonne routine. Au départ, je suis venu en tant que client pour faire le chemin de Compostelle. Et je suis tombé amoureux de la Galice, de ses habitants et tout le reste. Et 5 ans après, je suis toujours là. Et regarde, tout d'un coup, on quitte le brouillard pour le soleil. On sent déjà la chaleur. Hallucinant. En 25 mètres, on est passé de la purée de pois au grand soleil, quoi. C'est dingue. Oh là là, c'est beau. Waouh, j'adore, c'est trop beau. C'est un peu bizarre pour moi qu'on soit seul. J'ai l'habitude de faire cette descente avec mon groupe de 10 kayaks qui me suit. Bonjour. Bonjour. Salut les gars.
Et hop là. Yeah, ça c'est cool. Maintenant, nous tournons à gauche et nous allons entrer dans les profondeurs du canyon. Great. Waouh, c'est fantastique, Miguel. Une journée idéale pour faire du kayak. Et il y a beaucoup de bois flotté à la surface, hein? Oui, c'est à cause des fortes pluies de ces derniers jours. Attention, il y a du bois devant. Faudra s'inquiéter si on voit un arbre entier. Yeah. Oh, c'est somptueux. Ce n'est pas la partie la plus haute, mais presque. Ici, il y a 500 mètres d'altitude. Ça te dit qu'on escalade cette paroi? Non merci, j'aime pas ça. Le paysage a complètement changé, Miguel. Hein. En très peu de temps, on est passé des canyons à ces magnifiques vignes là sur les coteaux. C'est extraordinaire cet endroit. Oui, cette partie du terrain est un peu moins abrupte. Tu peux voir qu'il y a de la forêt sur la droite. Et sur la gauche, le travail de l'homme. Ils ont construit toutes les marches et les terrasses pour pouvoir faire pousser l'un des vins les plus célèbres de Galice, le Riviera Sagra. Moi, je suis toujours impressionné quand même par la manière dont les communautés humaines, au fil des générations, des siècles, acquièrent des savoir-faire qui leur permettent de s'adapter parfaitement à leur environnement, comme là. Hein. C'est dingue. On appelle ce paysage, unique en Espagne, la viticulture héroïque, car tout se fait quasiment à la main. Ah, c'est fantastique. Hein. Je m'y connais un peu en vin. Mais j'ai un ami vraiment spécial que nous allons rencontrer et qui nous expliquera tout ça beaucoup mieux. Superbe ce paysage là, vu d'en haut, hein, Miguel? Mais c'était déjà magnifique depuis l'eau. Mais là, on prend vraiment conscience, je trouve, de la grandeur de ces vignes, de ce côté très pentu aussi. Après le kayak, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Ouais. Comment allez-vous? Après cette promenée parmi les vignes, passons maintenant à la récompense. Je vais vous faire travailler un peu. Ouais, juste un petit peu. Hein. On travaille un peu et après on déguste. Voilà. Bonjour. Enchanté, très bien. Oui, voilà. En ce moment, je suis en train de faire de la sélection. Je retire tout ce qui n'est pas utile pour le pied de vigne. Il n'y a que 10 000 souches, alors vous allez pouvoir m'aider. On fait un petit concours, c'est celui qui s'occupe du plus de pieds de vigne, ok? La rapidité est importante, mais il faut aussi bien le faire. Correctement. Sinon, je balance celui qui fait mal. Les Romains ont eu cette idée ingénieuse de mettre les vignes à hauteur d'homme, mais aussi d'utiliser les pierres qui emmagasinent de la chaleur pour que la vigne mûrisse le jour et la nuit. Ça date de 3000 ans et ça n'a pas bougé. La vue s'améliore avec la hauteur? Oui, plus on monte, plus c'est beau. Tu vas voir un endroit qui offre une vue unique, adorée des touristes. Et doucement, doucement. Ah ouais, d'accord. Ok. Regarde, regarde. Tu veux essayer? Mais c'est super dangereux ton truc. Personne n'est mort jusqu'à présent. Allez, allez, j'y vais, ok, j'essaye. Puisque c'est ça, je vais essayer. Hop là. Wouhou! Ah ouais, quand même. Ah, ça fait ces petites émotions quand même, hein. Hop là. Oh, c'est trop bien. Et encore, je peux mieux faire. Je peux essayer? Souffle très fort. Remplis-le d'abord d'air et ensuite presse avec ton bras. Moi, je n'ai jamais fait. Il se passe rien hein, pour moi. Hein.
Souffle très fort. Tu vois. On dirait un petit veau qui vient de naître. Et comment t'appelles cet instrument? Ça ressemble à une cornemuse, mais est-ce qu'on appelle ça cornemuse ici aussi? Cornemuse folklorique. Il y a toujours eu des cornemuses en Galice, comme au Portugal. Nos ancêtres ont toujours aimé la musique. Mais dans tous les écrits, on sait que la cornemuse est ici un instrument vieux de 2000 ans. Il est donc très ancien. Bah, merci de m'avoir fait découvrir tout ça, hein. C'est top. Merci aussi Miguel. Merci beaucoup à toi. Demain Saint-Jacques, la dernière étape. Il est à peine 13h et déjà l'auberge de Padrone, dernière étape avant Saint-Jacques-de-Compostelle, attire les jeunes pèlerins comme un aimant. Ici, c'est pas cher, ça coûte 10 €. 10 € seulement la nuit, mais des règles strictes. À 22h, on ferme les portes de l'auberge. Et à 23h, ça doit être silence total. Ok? Ok. En moins d'une heure, le dortoir et ses 50 lits d'appoint affichent complet. C'est le moment de soigner les petits bobos et de souffler un peu après des heures de marche. Il faut que la tête soit plus puissante que les jambes. Quand les gens ronflent, c'est difficile de dormir. Nous sommes 2 sœurs. Et faire ce voyage à 2, c'est idéal. Car nous avançons au même rythme et nous partageons le même but. Ces auberges de village existent depuis le Moyen-Âge. Des refuges simples où l'esprit fraternel et humain du chemin prend tout son sens. Je viens de New York. Je fais Compostelle tous les ans, juste pour les rencontres. À 11h, extinction des feux. Après une courte nuit, l'excitation de l'arrivée à Compostelle remplace vite la fatigue accumulée depuis des semaines. Marcher, marcher, marcher jusqu'à Saint-Jacques. Marcher, café, marcher. Bonne route! Dans le village, un autre groupe est aussi sur le départ de cette dernière étape. Il nous reste 27 km. Vous êtes prêts? On y va! Ce groupe est composé de 6 personnes handicapées. Rencontrer des personnes en situation de handicap sur le chemin, ça ne date pas d'hier. Depuis 17 ans, cette association leur permet de vivre elles aussi la grande aventure Compostelle. La philosophie de Discamino, c'est que personne ne soit privé de la possibilité de réaliser ses rêves. À chaque fois qu'il fait le chemin, on voit sur son visage qu'il est heureux. Discamino, c'est la vie, l'amitié, les copains qui sont là. Pour moi, la première fois, c'était il y a 13 ans. J'ai beaucoup de souvenirs. Un conseil, ne perdez pas de temps et lancez-vous. Une fois qu'on y a goûté, on est accro. On a même un rap. C'est le rap de Compostelle. Prueba primero y ya verás. El año que viene nos querrás acompañar. Rap, rap, rap del camino. Súbete a la bici, vente conmigo.
Eh, regardez, plus que 13 km et on est à Saint-Jacques. Chacun avance à son rythme. Mais tous convergent vers le même endroit, le Centre international des pèlerins. C'est ici que l'on reçoit la crédentiale, le passeport du pèlerin, symbole d'un voyage accompli. Oh, tellement soulagée. Seulement les 100 derniers kilomètres sont obligatoires, mais ils peuvent faire 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres à pied. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ici, je te mets le timbre de la cathédrale. C'est le dernier, avec la date du jour. Ne pleure pas, mon ami. C'est le début d'un nouveau chemin. Quelle émotion. Il y a beaucoup d'émotions ici. Chaque année, plus de 500 000 pèlerins du monde entier font le chemin de Saint-Jacques. Isa, venue du Portugal, est arrivée comme eux il y a 15 ans. Puis elle est tombée sous le charme de la ville et de son ambiance si particulière. Vous avez ici la coquille de Saint-Jacques, c'est un symbole du pèlerinage. Ça veut dire que tous les chemins vont à Santiago. Pour beaucoup, le cœur du voyage se trouve au centre de la cathédrale. C'est là que repose l'apôtre Saint-Jacques et que certains viennent donner un sens plus profond à leur chemin. Mais aujourd'hui, le pèlerinage dépasse largement la dimension religieuse. On a marché pour notre grand-père. Ah, le grand-père. On est cousins. Les pèlerins ont chacun une histoire, un parcours et une raison différente d'arriver jusqu'au bout. Vous avez fait 820 km à vélo? En 14 jours. Venir ici, c'est vraiment une réussite personnelle pour moi. Sans classement ni chronomètre, le chemin de Compostelle révèle des champions capables de dépasser leurs limites. Javier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Enchanté. Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue en pleine Semaine Sainte. La procession de la Sainte Rencontre va bientôt commencer. Tu vas voir, c'est quelque chose d'incroyable à Ferrol. J'espère que ça va te plaire. Et je me demandais là, tous ces gens qui sont costumés, ça fait un petit peu peur, honnêtement, je trouve que ces costumes sont assez impressionnants. Pourquoi est-ce que les gens sont costumés comme ça aujourd'hui? C'est une forme de pénitence. Pendant la Semaine Sainte, nous portons le visage couvert, essentiellement pour demander de l'aide à Dieu. Nous voulons garder nos prières pour nous et ne pas être reconnus. Et toi aussi, à un moment dans la journée, tu vas t'habiller comme les gens qui sont ici? Oui, je fais partie d'une confrérie qui se trouve un peu plus haut, là où se trouve la chapelle. D'accord. Dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé avec mon père. Ok. Donc t'as été un de ces petits-enfants qu'on voit là alors? C'est ça. Okay, très bien, bah t'as bien grandi quand même. Hein. Exactement. Mais tu vois, honnêtement, là, quand je suis arrivé tout à l'heure, on est pris par une forme de spiritualité qui est un peu inconnue pour moi. Mais en tout cas, ça te saisit vraiment aux tripes quand tu arrives dans cet endroit, quoi.
Là, c'est le trône du Nazaréen. Ce qui est particulier sur ce trône, c'est qu'il n'est porté que par des femmes. Elles ont été les premières à pouvoir porter un trône en Espagne, il y a presque 40 ans. Dans certaines villes, les femmes ne sont toujours pas autorisées à participer. Toi aussi, tu vas participer à tout ce défilé, mais tu vas porter un trône également, tu fais partie des porteurs? Plus maintenant. Désormais, je suis majordome. D'accord. Le chef des porteurs. El jefe. Ok, jefe. Mais tu sais, dès mon plus jeune âge, je jouais à la maison comme si j'avais un trône à porter. J'en avais fait un avec des boîtes à chaussures et je défilais dans le couloir pieds nus. J'en ai toujours rêvé. Et à l'âge de 16 ans, j'ai pu porter un vrai trône pour la première fois. C'est incroyable, il y a tellement de choses à comprendre quand on voit tout ça, même la présence de la fanfare militaire, là, les costumes. J'ai l'impression vraiment de plonger dans un autre monde, quoi. D'être très loin de chez moi. Ici, en Espagne, à Ferrol et partout en Andalousie, ce sont des villes très croyantes, très pascales. Ferrol est une ville militaire depuis de nombreuses années. Les gens venaient du sud pour faire l'armée. Donc, ils ont ramené leurs coutumes. C'est pourquoi nous fêtons la Semaine Sainte, qui se fête dans le sud de l'Espagne habituellement. À l'origine, ce n'est pas galicien. On va contourner le défilé par là. Salut, ça va? Ça va? On se voit tout à l'heure? La ville vit autour de ces processions pendant la Semaine Sainte de Pâques, alors? Oui, mais pas seulement pendant la Semaine Sainte. Ah, très bien. Tout au long de l'année, on a des messes, on se retrouve autour d'un verre dans un bar. On est plus des amis que des collègues. C'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. Ça va? C'est fou parce que dès qu'on sort de la procession, on se retrouve dans des rues très calmes. Et il y a des belles façades aussi ici. Hein. C'est étonnant comme architecture. Oui, Ferrol est doté d'une architecture moderne. C'est un style où les habitations ont des façades très ornementales, avec des motifs végétaux. C'est très beau, très pittoresque. Je dis toujours à ceux qui viennent visiter que la beauté de Ferrol ne s'apprécie pas qu'à hauteur des yeux. Il faut aussi lever la tête et regarder les façades, les fenêtres. Ce genre de façade, c'est vraiment Ferrol, quoi. Je sais plus où donner de la tête, Javier. Enfin, on est noyé, je trouve, dans un nuage d'encens, de couleurs. Il y en a pour tous les sens, hein, quand tu es dans une procession comme ça. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Chaque couleur est associée à sa confrérie, comme une équipe de foot. Ça a l'air quand même très lourd à porter, ce genre de trône. Un trône pèse généralement plus d'une tonne. Chaque porteur porte 40 kilos pendant 2 ou 3 heures. Merci, gracias. Pourquoi ils donnent des petites cartes comme ça, Javier? Les enfants des confréries distribuent des photos avec l'image de leur vierge. Leur prénom est inscrit au dos pour que tu saches qui ils sont. Maintenant, avec les réseaux sociaux, certains y ajoutent leur pseudo et ils le donnent par exemple à la fille qui leur plaît. Nous saluons Notre-Dame avec les paroles de l'ange Gabriel. Dieu te sauve Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je t'emmène sur le balcon de l'hôtel de ville pour que tu puisses apprécier le spectacle. Santa Maria, Madre de Dios. Salut. Ça va? On a de la chance d'être là. Tu as la meilleure vue.
C'est hallucinant ce moment, Javier, la rencontre là, des 4 chars. C'est un peu le bouquet final de la procession? Disons que c'est la mi-temps. C'est l'apogée. En d'autres termes, les processions font ensuite demi-tour et retournent d'où ils sont venus. La maison de la Vierge, du Nazaréen. Cette semaine sainte, ça vous fédère les uns les autres, ça crée du lien social. J'ai l'impression que tout le monde est réuni, les jeunes, les personnes âgées, que toute la société galicienne est là. Pour la ville de Ferrol, c'est le festival le plus important qu'elle organise. Les jeunes et les plus âgés laissent une partie de leur héritage à la nouvelle génération. Bon, ça va, t'as pas trop le trac avant ta procession à toi, celle où tu seras majordome? Si, beaucoup. Je suis très nerveux. Ça va très bien se passer, je suis sûr. La spécialité galicienne, le pain du pays. Il est 6 heures dans le petit village de Galdo. Les premiers clients de Carmen et Luis, les boulangers, sont déjà là. Au revoir, merci. Au revoir. Un pain bien chaud, 2,50 € s'il vous plaît. Et voilà, merci. Dans ce village dépeuplé de l'arrière-pays, certains clients se déplacent encore. Mais aujourd'hui, le pain se vend surtout sur les routes, chez l'habitant. Ce qui est magnifique en Galice, c'est sa campagne authentique, qui est restée très sauvage. Salut, comment tu vas, ma belle? Comme on est très peu d'habitants, on s'entraide tous. On se connaît tous. Nouvel arrêt. Là, c'est une belle maison, habitée par des Madrilènes qui sont venues vivre ici. Distribuer le pain à des familles qui s'installent est un phénomène nouveau sur la tournée des boulangers. Aujourd'hui, le problème en Galice, c'est qu'il y a beaucoup de maisons très belles, mais abandonnées. Il faut encourager la venue de ces gens pour venir restaurer ces maisons. Et les habiter parce qu'on vit très bien ici. C'est une région agréable. Dans cette Galice de l'intérieur, l'exode rural massif au XXe siècle a transformé les campagnes. Un peu partout, des maisons tombent en ruine. La région compte pas moins de 3000 hameaux abandonnés ou quasi abandonnés. Alors l'arrivée de ces nouveaux habitants, attirés par des prix immobiliers plus accessibles, est une bonne nouvelle. Les premiers concernés, les artisans, comme Abraham. Bonjour. Bonjour. Voyons ce qui se cache là-dessous. Aujourd'hui, il a un chantier chez Chloé, une Française qui s'installe dans la région. Elle a racheté ce petit hameau abandonné 50 000 € pour son prix et son histoire. Bien, la pierre est belle. Bon, il y a quelques trous. On va les combler avec des pierres. La maison est restée inhabitée pendant 50, 60 ans. Et on a tout vidé, on a gardé plein de choses, on a plein d'objets, plein de trucs qui appartenaient à la maison. On voudrait qu'elle garde vraiment son essence originale. Voilà, donc ça c'est un peu le résultat qu'on cherche pour la maison d'en bas. Le jour où je suis arrivée, en fait, ça m'a bluffé, en fait, la vue et tout. Et je trouve que c'est à part. Je connais l'Espagne, je connais la France et la Galice, c'est vraiment un endroit particulier. Chloé rénove ses maisons pour y vivre et y accueillir des voyageurs de passage. Comme elle, d'autres nouveaux venus participent à la renaissance de ces villages oubliés. Dans la petite commune d'Anseou, une ancienne ferme est devenue un co-living rural. Une sorte de colocation à la campagne où une dizaine de travailleurs itinérants de toute nationalité, ultra connectés,
posent leurs valises quelques semaines et travaillent à distance. Ici, l'entraide et le lien entre villageois et jeunes résidents sont au cœur du projet. Et régulièrement, tout ce petit monde troque le clavier contre les outils en s'attaquant à des travaux devenus trop lourds pour les seuls habitants. Tu vois là, les eucalyptus sont trop près les uns des autres. Donc s'il y a un feu, ça va brûler tout ce qu'il y a autour. Et on ne pourrait pas l'arrêter. Exactement. Importé d'Australie au 19e siècle pour l'industrie du papier, l'eucalyptus est devenu invasif, au point de recouvrir 30% des forêts galiciennes. Très inflammable, il accentue aujourd'hui les risques d'incendie et menace directement le village. Alors forcément, la mairie n'a pas hésité longtemps avant d'accepter le coup de main offert par les locataires du co-living. Ici, on a une zone où on a coupé les eucalyptus l'année dernière, mais ils ont déjà repoussé. Donc on doit recouper les jeunes pousses, comme celle-là par exemple. On coupe, comme ça, et c'est tout. Yeah, nice. Ce n'est pas seulement couper des plantes. C'est une manière d'intervenir sur la source du problème. Moi, je suis née ici, je vis ici. Pour moi, c'est vraiment super que les gens viennent dans ce co-living. Tous les gens qui viennent aider le village, c'est bien. Agustín profite de cette sortie pour récolter en vidéo la mémoire vivante des villageois. Vas-y, raconte-moi l'histoire de ce chemin. On descendait avec les charrettes pour aller chercher la laine, aller chercher des pierres. J'enregistre l'histoire des chemins de ce village. Et on va faire des films qui seront accessibles par des QR codes visibles des panneaux le long des chemins. Donc c'est un peu comme enregistrer un héritage invisible. Dans l'arrière-pays galicien, la renaissance des villages est en marche. Elle s'exprime dans les gestes, dans les rencontres. Et peu à peu, ces hameaux oubliés trouvent un nouvel élan. Nous sommes dans un fort de défense de l'estuaire de Ferrol, bâti au XVIe siècle. C'était l'une des défenses militaires qui empêchait les navires anglais d'entrer en Espagne. Wow, c'est impressionnant ça, Javier. Hein. À l'époque, la seule entrée possible dans la ville était celle que nous voyons, avec les forts qui dominent l'estuaire. Il était impossible d'entrer à Ferrol. D'où le fait finalement qu'on ait construit une ville ici, c'est qu'on est dans une baie protégée alors qu'on est à 2 pas de l'océan Atlantique. Depuis le fort en face de nous, le fort de La Palma, une chaîne était reliée jusqu'à l'extrémité sud du fort où nous nous trouvons. Et quand un navire ennemi approchait, la chaîne était tendue sous l'eau. Alors la coque du navire était scindée en deux. Napoléon a déclaré « Comme ils sont doués, ces Ferrolans ». Il y a une trace écrite qui reste dans l'histoire incroyable de cette ville. Salut, ça va? Hola.
Ça va? Alors, il est où ton costume? Ici. C'est celui-là? Tous les gens que tu vois ici sont les porteurs du trône. Ce sont les miens, ceux de la confrérie de la Mercès. Très bien. Et je vois que c'est un groupe mixte. Il y a des filles et des garçons. Oui, c'est le seul trône mixte de Ferrol. À l'heure actuelle, il y a plus de filles que de garçons. Ça fait 60 personnes. Je te laisse te changer? Merci beaucoup. À tout de suite. Ça va, vous êtes prête pour la procession de cet après-midi? Oui, je suis un peu nerveuse, mais ça va le faire. Mais je vois que tu as un talkie-walkie avec une oreillette, là, ça sert à quoi? C'est pour communiquer entre nous sous le trône. On est connectés pour synchroniser parfaitement nos mouvements. Et c'est Javier qui vous dit OK, maintenant on avance, on s'arrête. C'est lui qui donne les ordres, je dirais, à suivre. Oui, il nous guide. Mais bon, entre nous aussi, nous pouvons corriger une position qui n'irait pas. Et nous nous corrigeons mutuellement. Moi, je serai là pour vous applaudir. Merci. Si quelqu'un ne se sent pas bien, ne forcez pas. Les épaules vont certainement vous faire mal, mais tous ensemble, nous y arriverons. Ready? Allons-y. Comment ça se passe ici? C'est bon? Ça va? Tout le monde va bien? C'est parti. Allez, un dernier effort. Fais attention, je vais t'aider. Encore un peu. Ça va, Javier? Pas trop fatigué? C'est eux qui le sont. Mais tout s'est bien passé, on est arrivé à temps. Non, mais bravo, et franchement, vous m'avez impressionné. Hein. Tout s'est très bien passé. Les jeunes se sont très bien comportés. On est très contents. Maintenant, nous allons prendre un verre tous ensemble. Bon, t'es content de ta procession, c'est cool. Ça se sent. Très heureux. Super. Ah tiens, Javier. Bravo. Hein. Ça va, c'est un bon majordome ou pas, Javier? Oui, il est très impliqué. Et il nous met en sécurité. Ah, très bien. Ok. Il est bienveillant avec les porteurs. Il est toujours là pour nous soutenir. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Ça me dérangerait si les porteurs souffraient davantage. La procession doit bien se passer. S'ils avaient vraiment mal, ça me laisserait un goût amer. Mais bon, ils sont souriants, donc tout va bien. Ce sont de belles personnes. Qui sont les meilleurs porteurs? C'est nous! Bravo! Comme tous les soirs, la cale du petit port de Rianxo s'anime joyeusement. C'est l'heure de l'entraînement de Trainera, une sorte d'aviron galicien. Prêt pour la séparation? On largue? Rentrez les rames! Sabella incarne la nouvelle génération de ce sport. C'est elle qui commande les opérations pour tous les niveaux du club.
Je suis la barreuse. C'est moi qui dirige le bateau et qui veille à maintenir un équilibre en donnant le cap. Je fais en sorte que les rameurs soient bien synchronisés. En régate, lorsqu'on fait la course avec un autre bateau, je dois les pousser à fond pour qu'ils donnent le maximum. Changement d'équipage. Après les ados, place aux vétérantes. C'est génial. Et ça fait les muscles. C'est une lutte entre moi et la mer. Je suis accro à la trainera. Ça me donne une sensation de liberté. En arrière. C'est ça. Super. Isabelle a commencé quand elle était petite, vers 10-11 ans. Elle a les compétences et le caractère d'une vraie capitaine. Traditionnellement, en Galice, les pêcheurs, quand ils reviennent de la pêche, ils savaient que s'ils mettaient le pied à terre en premier, ils seraient les premiers à vendre leurs poissons. Et petit à petit, c'est devenu un défi. Et quand ils finissaient leur journée, ils se retrouvaient pour faire des courses entre eux. Les barques traditionnelles étaient en bois, fabriquées à la main et étaient très lourdes. Maintenant, elles sont plus légères, en fibre de carbone, beaucoup plus résistantes et on concourt à un autre niveau. Avec le temps, la trainera est devenue une réussite d'alliance entre tradition et sport de compétition. Un exemple que d'autres sports galiciens aimeraient suivre. À Estrada, dans les terres, les jeunes du village ont ressorti les habits d'autrefois et se préparent à un combat particulier. Je délimite un cercle pour baliser la zone de lutte, d'où on doit expulser l'adversaire ou l'immobiliser pour le dominer. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Comme toutes les luttes, ça vient de la Rome antique. Ça permettait de garder les soldats en forme pour la guerre. Ça a perduré dans les villages. Ensuite, ça s'est adapté petit à petit. Mais on continue d'utiliser la tenue des agriculteurs de l'époque. On sait que les femmes ont commencé à en faire en 1812. On a des archives qui l'attestent à la Bibliothèque mondiale du sport. Cette mixité était assez étonnante car partout ailleurs, on ne luttait qu'entre hommes. Une lutte ancestrale qui a bien failli disparaître dans les années 80. Mais qui renaît aujourd'hui grâce à ces petits clubs et à l'envie de faire vivre cet héritage. Ça maintient nos traditions, notre culture. C'est super que ça ne se perde pas. Lui, il est tout le temps en train de bouger dans tous les sens. Un futur champion. En Galice, le sport est plus qu'un jeu. C'est une identité qui se vit et se transmet, tout simplement. Un peu de lait? Bonjour.
Hola Maria. Tu vas bien? Ça va très bien. Ça va Enchanté. bien. C'est ta petite auberge alors ici? Oui, c'est aussi ma maison. Tu es le bienvenu. Merci. J'adore la petite ambiance du matin, là, c'est sympa. Oui, on est à 8 km du chemin de Compostelle et de nombreux pèlerins font un détour ici pour profiter du lieu, de la tranquillité, de la nature et bien manger. T'en as pour longtemps avec le petit-déj, là? 3 fois rien. Je viens de finir de nettoyer la cuisine. On peut aller au marché pour préparer une spécialité d'ici. Al mercado. Au marché. Très bien. T'as vu, j'ai un bel accent. Hein. Il est parfait. Vamos. Un bon espagnol. Vamos, Maria. Allons-y. Regarde ça. C'est un fromage frais séché aux graines. Oh là là, merci. Tenez, voilà. C'est très bon. C'est très bon, ça. Ah oui, c'est très crémeux. Ouais. Ce fromage s'appelle Arzúa Ulloa, du nom de la région où il est fabriqué à l'Est. C'est un fromage très ancien. Dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a une figurine qui tient ce fromage. C'est un fromage très célèbre. Bonjour. Tu vas acheter quoi là aujourd'hui? De quoi faire un caldo. C'est un plat typique de Galice. C'est à base de porc. Et avec cette viande, on fait un ragoût. Accompagné de pommes de terre, de choux verts. Ce plat permettait de résister aux hivers très rudes. Ouais, c'est vraiment le plat du terroir du coin, un peu le pot-au-feu version Galice, quoi. Merci beaucoup. Gracias. Du chou galicien. Ok, j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. J'imagine que tu connais beaucoup de monde ici, non? Oui, nous sommes une petite communauté. On se connaît tous. Je pense que nous sommes des gens humbles, qui travaillent dur. Mais pour nous, il est important de valoriser les traditions, le retour à la nature et à la production locale. Gracias. Maria, je voulais te faire un cadeau. Parce que j'ai lu dans tes yeux que tu voulais des churros. Donc regarde. Ah tiens. L'ami Davidé. Davidé? C'est qui Davidé? C'est un artiste, un chanteur, un sculpteur. Je vais te le présenter. Et c'est un ami à toi? Un amigo? Oh là là, le style! Oh qu'il est beau! Voilà, David! Tu vas bien? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Mais t'es magnifique, Davidé, là. Eh oui. Regarde, il est venu à cheval. Et t'habites loin d'ici? J'habite à 45 minutes à cheval. À environ 8 km. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à cheval au marché, non, ici? Non, c'est très insolite. Il faut s'appeler Davidé pour venir à cheval au marché. Et c'est comme ça tous les jours. J'adore. La vérité, c'est que j'aime cette vie. Vivre chaque jour de la manière la plus poétique qui soit. C'est une façon de véhiculer la tradition, le folklore, mais aussi ma passion pour la nature et le spectacle. Toi, je suis sûr que t'es venu juste pour acheter des churros à l'entrée, David. Bien sûr, j'adore les churros. Ouais, 45 minutes de cheval pour prendre des petites churros, là. J'ai une anecdote. Un jour, j'étais au marché avec ce cheval et on est passé à côté d'un stand de churros. Et ben mon cheval en a mangé sur le comptoir. Ah ouais. Bien. Et j'ai dû payer un sachet. Je te propose d'aller préparer le plat dont je t'ai parlé. Davidé nous invite à venir le déguster chez lui après. Il va chanter, nous allons manger et faire la fête. C'est le meilleur chanteur d'Ulloa et de Galice, et d'Espagne, et du monde entier. Le plus poétique. C'est un plat qu'on mange dans des occasions particulières.
Le caldo est un plat qui est servi tous les jours en Galice, dans presque toutes les maisons. Dans ma famille, chez ma grand-mère, tous les jours de ma vie. Je crois que jusqu'à mes 16 ans, nous avons mangé ce plat. C'est comme ça que tu as appris en fait, c'est en la regardant, en partageant du temps avec elle. Oui, surtout que les grand-mères ici veulent toujours avoir leurs petites filles dans leur jupon et transmettre leur savoir. C'est quelque chose que nous, Galiciens, nous avons dans notre ADN. Couper et tirer. Ok, très bien. Couper et tirer. Cortar et tirar. Pour que cette partie libère l'amidon et que le bouillon soit meilleur. D'accord. Tu sauras faire? Je vais essayer. Cortar et tirar. Cortar. Très bien. Très bien. Tu es déjà un peu galicien. J'ai l'impression, hein. Tu chantes des petites chansons des fois en cuisinant? Je ne chante pas, mais j'aime siffler. Ah oui. Mais je me souviens que ma grand-mère chantait. Asallada Carolina, tengo un lagarto pintado. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Dime con quen bailache, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Bravo. C'est lourd, hein? Il y en a pour 50 là-dedans. On entend la musique. Salut toi! C'était bien? Oui. Ça va David? Ça va. Et je crois que Maria aimerait bien danser comme ça. Non. Allez Maria, allez vas-y Maria. Non, tu m'as déjà fait chanter, je ne danserai pas. C'est des danses traditionnelles d'ici là que vous laissez? Oui. C'est improvisé, mais toujours avec des pas traditionnels. Je trouve cette danse super, car elle demande d'être très connectée. Très connectée avec tous les danseurs. C'est très vivant. On ne sait jamais ce qu'on va crier à l'avance. C'est vivant à tout moment. Bravo, hein, c'est top. Et vous avez appris comment à danser comme ça alors? Nous sommes dans une association de musique traditionnelle galicienne qui enseigne à la fois la danse, la musique, le chant, les percussions, la cornemuse, l'accordéon. Ok. Et c'est quoi les pas? Vous me montreriez les pas? La base, c'est en avant, puis en arrière, puis en avant. On change de jambe, on se croise, de dos, de face, plein de variantes, mais toujours sur la même base. Il y a beaucoup de similitudes entre ce type de folklore galicien et celui d'Afrique du Nord. Il y a des femmes qui chantent de la même manière. Elles chantent et dansent pour la terre, pour l'amour, pour la vie. Bon, nous avec Maria, on a préparé à manger. Tout l'après-midi. Ah oui? Bah oui. Regardez. Un caldo. Voilà. Ça sent bon, hein? Merci beaucoup. Quelle belle voix. Alors, est-ce que c'est bon, David? C'est délicieux. Ça te plaît? C'est très bon. T'es contente, Maria, de ton plat?
Un excellent bouillon galicien. Je crois que tout le monde est devenu silencieux et mangeur. C'est quelque chose qui nous unit, que nous avons dans nos gènes. C'est avant tout un remède. Un remède pour l'âme, ça remplit l'esprit. Quand vous avez des soucis, vous chantez ou mangez, ou les deux. Voilà. Ah bah là, moi, je me sens super bien maintenant. Hein. Parfait. Bon, bah merci les amis, c'était top. Vraiment, merci de m'avoir fait découvrir tout ça. Merci. Bon les amis, avant de quitter la Galice, j'avais envie de prendre un petit moment de solitude, rien que pour moi, parce que j'ai l'esprit chargé de couleurs, de musique, de tous les moments formidables que j'ai passés avec les gens qui m'ont accueilli ici. Je vais faire attention à ne pas me tremper les pieds quand même. J'avais envie, moi aussi, de goûter à ce qui fait aussi le charme évidemment de la Galice, c'est-à-dire ces grandes plages de sable blanc, cette mer déchaînée, le vent, la rudesse des éléments. Alors quand j'ai commencé ce voyage, je vous ai dit qu'on comparait souvent la Galice au Finistère, à la Bretagne en France, la puissance de la nature, mais aussi la volonté des gens, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, de préserver plus que des traditions, mais un mode de vie qui leur est propre. La petite différence quand même avec la Bretagne, c'est qu'ici, il y a un réel exotisme, on parle une autre langue, on est quand même en Espagne, et à un moment où on se demande comment voyager, avoir des sensations de lointain en limitant son bilan carbone, je vous conseille de cocher la Galice sur la carte de vos prochains voyages. Voilà les amis, c'est ici dans ce paysage à tomber quand même qu'on va se séparer. Si la Galice vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi je vous donne rendez-vous évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger sur vos voyages. Et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. Alors ici quand les gens partent d'un magasin, d'un restaurant, ils font « Hasta luego !» Donc je vous dis « Hasta luego !» Et je vous embrasse les amis, à bientôt.